messieurs, dames. Mon nom est Ghislain Gagné et je suis aussi connu sous le nom de Stretch le Clown. C'est un garçon remarquable, roi des guitares et des platines à l'échelle locale. Et les filles, sans relâche, font la file et attendent patiemment son signal. Le métier de clown est arrivé à l'école Marguerite Bourgeois. La déclaration, disons, sortir du garde-robe, ça se dit-tu dans mon cas? À très, très, très jeune âge, j'ai vu le cirque en ville, au Forum, dans le temps. Et puis, ça a été un genre de révélation. Par après, ma maman m'a emmené voir les expos. Je pense que j'avais à peu près 10-11 ans. Et j'ai vu Youpi travailler, puis j'ai fait « Wow! La communication que Youpi avait avec des milliers de gens, c'était... Ça m'a vraiment marqué. Puis j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, sais-tu, il y a quelqu'un là-dedans? Oui. C'est-tu son travail? Tu sais, il se fait-tu payer pour ça? Elle dit, ben, je pense que oui. Je fais comme, ça, c'est le travail que j'aimerais faire. Fait que Youpi ou le clown de cirque, c'était un des deux là, qui me chatouillait déjà très, très, très jeune à dire, wow, je pourrais faire ça, ça serait un travail, c'est incroyable, tu sais. Fait que... les premiers cours d'éducation au choix de carrière, c'était, à mon époque, le premier cours, c'était le prof de français qui donnait ça, avec un manuel. Et puis, chacun notre tour dans la classe voulait se lever et dire notre métier qu'on rêvait de faire. Puis là, le cours était pour nous enligner dans quoi on devrait s'enligner ou se forcer ou s'améliorer, dans quelle matière, etc. Fait que moi, j'ai dit, ça va être drôle, moi, il dit, je vais être clown. Fait qu'il va me dire qu'est-ce que je vais faire à l'école, j'ai hâte de voir, tu sais. Fait qu'en effet, ça a fait rire, je me suis levé, j'ai dit, moi, je vais être un clown dans un cirque. Alors, j'avais 14 ans, à Marguerite Bourgeois. Et puis bon, on a bien ri, puis, mais le prof a pris ça quand même au sérieux, il a dit, ben moi, j'irai dans les arts, donc ton français va être important, tu vas communiquer avec les gens. Puis là, j'étais comme, ben dans le cirque, on ne communique pas vraiment, c'est du mime, c'est du grand jeu, etc. Il dit, oui, mais tu vas voir que tous les arts, la scène, c'est un peu ce qui englobe le métier que tu nous déclares un matin. Fait que c'est ça. Et puis, même encore aujourd'hui, il y a des gens que je rencontre dans la mi-quarantaine qui disent, hey, c'est incroyable, mais tu savais à 14 ans ce que tu étais pour faire ou ce que tu voulais faire. Et c'est pour moi, ça a été une ligne directive très, très, très évidente. C'est le garçon idéal, sa liberté et ses principes ne sont pas monnayables. Parce qu'après tout, y a pas de mal tant qu'il y a du plaisir qui veut se soucier de morale. Le cheminement académique fut assez spontané, dans le sens que moi, les premières places où j'ai vraiment eu quelque chose de vrai, j'étais dans une salle d'attente, je crois, chez le dentiste, puis il y avait un magazine anglophone américain qui avait une page sur les clowns du Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus qui avait un collège de clowns. Puis moi, j'ai fait « Wow, attends une seconde, il y a un collège de clowns, that's weird ». Fait que j'ai lu ça, j'ai tout lu, j'ai pris l'article, j'ai volé le magazine ou la page, je pense. Et puis j'ai emmené ça chez moi et puis j'ai écrit une lettre. Il y avait une communication. Tu pouvais communiquer avec eux autres, avec le collège. Puis j'ai dit que je voulais savoir comment que ça se passait, ça. Puis donc, j'étais déjà au secondaire, donc je m'alignais sur un collège de clowns. Wow! J'avais hâte de parler de ça, mon prof d'éducation choix de carrière. Et puis, en effet, ça existe. Et puis, ils m'ont suivi pendant 2-3 ans avec les aptitudes. Donc, tu cochais. Ils m'ont envoyé, une série de choses. Ils m'ont envoyé de la documentation, comment se maquiller, l'éthique du clown, les types de clowns. Donc, j'ai été éduqué par courrier, parce qu'il n'y avait pas de courriel ni de site web dans ce temps-là. Et puis, j'ai fait mes petites démarches tout seul. J'ai acheté du maquillage. Puis là, j'imitais les cours qu'on m'avait donnés sur un pamphlet, comment se maquiller. Puis ça a commencé de même. Après ça, un an ou deux après, je rencontre, il y avait un clown assez célèbre ici à Châteauguay qui s'appelait Larry the Magic Clown. Larry, lui, c'était un anglophone de Châteauguay qui œuvrait dans le métier à temps partiel, ou quasiment à temps plein, je me rappelle trop plus. Et puis lui, il avait fait des concours aux États-Unis, et puis il y avait une formation de faite aux États-Unis. Puis là, j'ai dit, wow, lui, c'était sérieux, lui. Fait que lui aussi, j'y ai tendu la main, et tout de suite, il m'a pris sous son aile.
Et puis, il m'a tout montré ce qu'il savait. Et puis, il m'a jamais rien chargé. Il m'a montré comment faire des ballons. Puis, on a appris à faire des skits, des sketchs ensemble, de clowns, du classique. Et puis, ça m'a vraiment donné la piqûre instantanément. Dans la première année, j'avais mon nom Stretch. J'avais déjà un look très particulier et qui allait bien. Et ensuite, il m'a emmené, j'ai adhéré à l'Association des clowns du Canada. Fait que c'est toutes des choses que quand t'es jeune, ça existe, ces affaires-là, c'est incroyable, tu sais. Et on s'est rendu à Moncton, New Brunswick, j'avais 17 ans, et on a fait une compétition. C'est des compétitions amicales qui te situent où tu es, puis te comparent, puis des échanges. Il y avait une bonne centaine de clowns partout dans le Canada qui étaient là. C'était ma première révélation de « wow, il y en a plein d'autres malades comme moi », là. Il y en avait toutes sortes de degrés, toutes sortes de genres, et puis j'ai gagné le meilleur clown au Canada à l'âge de 17 ans. En 86, 87. Et puis, ça, c'était weird parce que je venais juste de commencer. Donc, je savais que j'avais quelque chose qui se passait, puis que ce que je faisais, ça marchait. Les gens communiquaient, c'était fort, c'était bon, c'était vraiment le fun. Et j'ai adoré ça, j'adorais ça, c'était clair. Donc, c'était quelque chose de là, les médias étaient là. Je venais de gagner, là. J'étais le meilleur au Canada. C'est bon puis c'est pas bon parce que quand tu viens de commencer, tu fais comme, si c'est ça, être le meilleur, comment je vais faire pour m'améliorer? C'était particulier. Là, moi, je m'en allais au Cirque du Soleil, là, je m'en allais à Barnum and Bailey. Tu sais, c'était clair, là, j'avais 17, je m'en allais à 18. Let's go, let's do it. J'ai donc adhéré à Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus pour me faire embaucher. Puis j'ai eu une lettre qui m'a détruit complètement, qui a dit que j'avais pas de visa. Et pas de visa, je pouvais pas aller travailler aux États-Unis. Mais je voulais pas aller travailler, je voulais le cours de collégial, moi, c'est ça. Sauf que quand tu rentrais au collégial, au collège des clowns de Barnum and Bailey, tu signais une entente que si tu étais dans les meilleurs, et c'était rare que tu... Je veux dire, tous ceux qui choisissaient à l'audition, ils étaient quasiment sûrs d'un job. Quasiment. À moins que ça marche plus, là. Mais, donc, tu signais une entente de 3 ans avec le cirque après la formation de collégial. Mais ça te prenait ton visa où il fallait que tu sois américain déjà. Et j'avais rien de ça. Donc, ils m'ont refusé en disant, peu importe, c'est une question de visa, c'est pas une question de talent ou de vouloir. Fait que j'étais jeune, puis ça m'avait vraiment marqué de dire « Wow, je suis pas assez bon pour qu'ils me donnent un visa, mais je comprenais pas trop là, comment que ça fait. » C'était le même visa que Bryan Adams là, qui voulait. Là. C'était un visa d'artiste qui était très dur à avoir, à obtenir. Et il faut qu'une agence te... C'était compliqué là d'avoir. Moi, j'avais personne autour de moi pour m'aider là-dedans. Donc, fait que pour moi, c'était un rêve qui venait de finir. J'ai raccroché mon costume, j'ai fait, bah, si je peux pas faire ce que je veux, je sais pas ce que je vais faire, tu sais. Mais par l'entremise de ça, quand j'ai fait une audition, je suis allé aux États-Unis, mais j'ai rencontré comme 300 clowns. Et là, j'ai vu qu'il y avait des associations of America, associations de l'Est, de l'Ouest. C'était big. Il y avait des milliers de clowns aux États-Unis. Fait que, puis, je me démarquais, puis j'ai trippé sur eux autres, puis j'ai fait « Wow! » Ben, chez nous, je veux dire, je peux pas partager avec personne que je vais me maquiller là, à soir. Là, moi. C'était un peu weird. Tandis que là-bas, il y en avait justement des milliers, des centaines regroupés. Fait que je me suis mis à suivre ces camps de formation-là. Moi, je sauvais mon argent toute l'année, puis j'embarquais dans ma Civic, puis je montais tout seul en Virginie ou peu importe où ce que c'était. Ça a été à New York, il y en a un peu partout. Moi, j'avais l'anglais, justement. À Châteauguay, on est pas mal bilingue. Et puis, j'avais l'anglais qui me suivait, que je pouvais faire de la formation, etc. Fait que c'est ça. Moi, c'est les camps de clowns avec les professionnels de Barnum and Bailey qui donnaient des cours d'été, dans le fond, comme leur job était fini. Ils donnaient de la formation dans des colloques, des conventions de clowns. Et je les faisais toutes à ce moment-là, moi, parce que c'était de la matière première. On apprenait, on fait de la compétition. Et j'ai rencontré des mentors, des gens qui avaient fait ça toute leur vie, puis des vraiment bons clowns, là, comme wow, là, c'était vraiment drôle, les voyages. Moi, c'était mon inspiration totale. Fait que j'ai pris un bagage américain, j'ai ramené ça ici, et il n'y avait rien de ça ici. Ça n'existait pas. À Montréal, tu avais des amuseurs de rue, des jongleurs. C'était des jeux clownesques, mais c'était très européen. La saveur québécoise là, du vieux port de Montréal et du Vieux-Québec était européen.
Moi, j'arrive avec le costume couleur, les gags classiques, whatever. Et puis, c'était full américain, mais ça pognait au bout, là, la sculpture de ballon, etc. Fait que moi, j'étais le premier clown là, qui était dans le Vieux-Port de Montréal. Il n'y avait rien dans ce temps-là, les années 80. Il n'y avait rien. Il y avait un marché aux puces. Où est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est tout développé. Où est-ce qu'il y a le Cirque du Soleil aujourd'hui? Là? Bien, c'était juste un marché aux puces. Et quand je faisais le tour du marché aux puces, il n'y avait rien pour les enfants, mais toutes les familles allaient au marché aux puces. Fait que j'ai dit, hey, moi, je vais me planter à la porte puis je vais faire des ballons pour les enfants. Fait que j'ai suivi d'un professeur qui venait de San Francisco, je crois, T. Myers, qui donne une formation de comment faire de l'argent avec du ballon. Je dis, ah ben ça, c'est mon genre. Ça, je vais faire ça. Fait qu'une formation, la même été, je suis dans le Vieux-Port de Montréal, je suis le seul sculpteur de ballon avec un permis. Ça prenait un permis, j'avais fait mes devoirs, j'avais mon permis, j'avais coûté 35 $. Aujourd'hui, je pense qu'il est près de 400 $. Et j'étais le seul sculpteur. Ce qui était intéressant, c'est que tu ne pouvais pas arriver et décider que tu faisais la même chose à côté de moi parce que tu n'avais pas ton permis. Puis le permis, il le donnait une journée par année. Fait que j'étais le seul sculpteur de ballon à la porte je me répète, là, mais tout ça pour te dire que je clairais des journées de 400 à 600 $ par jour à faire du ballon. Et puis, donc, c'était une machine à ballon. J'avais ma blonde dans le temps on avait acheté une grosse pompe spéciale. Piou, un coup, la ballon était soufflée. Pas de perte de temps. J'avais des foules devant moi. Puis moi, dans ce temps-là, la pièce n'était pas encore sortie. Fait que c'était du petit change, whatever. Moi, j'acceptais l'argent américain. Je leur disais qu'il passait en premier. Fait que c'était une business là, de ballon. Et j'étais comme, wow, c'était vraiment payant. Là. En 2 jours, je me faisais quasiment 1000 $, à faire des ballons. C'était comme... J'étais ticu, là. C'était incroyable, là. On arrive dans la crise autochtone là-dedans. J'ai resté à Montréal. Je ne pouvais plus traverser le pont. Puis j'ai passé mon été à faire de la belle argent. Je me faisais m'escorter parce que mes chapeaux étaient tellement pleins que la sécurité avait peur. fait que c'était ça mes premières expériences à sculpter du ballon puis en faire une business, c'est-à-dire que tu pouvais en vivre, là. Puis je peux pas besoin de te dire que l'année d'après, il y avait 6 sculpteurs de ballon dans le Vieux-Port parce que tout le monde a vu que ça fonctionnait. Mais ça ne m'a pas empêché d'en faire parce que là, il y a eu la pièce. Après ça, il y a eu le 2 piastres qui est sorti. Fait que c'était plus des 25 cents qui tombaient dans ton chapeau. C'était des piastres puis des 2 piastres. Fait que ça valait toujours la peine. Fait que ça a été 2-3 ans, des étés intéressantes de « wow, attends une minute là, je peux m'amuser puis faire de l'argent sérieux. » là. Mon idole, j'en ai eu plusieurs. Patoff était le premier de mes idoles. Youpi était un de mes idoles. Et Lou Jacobs, qui était le clown du Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus, qui a été même mis sur un timbre américain. Alors, j'ai même nommé mon premier fils Lou en rapport avec lui. Oui, j'ai rencontré un petit garçon qui était isolé, qui avait le cancer, qui a le cancer, et qui a la leucémie. Et puis, lui avait la phobie des clowns. Et c'est là que j'ai arrêté de faire le clown comme tel. Et grâce à lui, on a créé le super Capitaine Starlight, qui est stretch, mais dans un costume stretch, dans un costume en lycra de super-héros. Alors, ça me force à aller au gym. Je suis souvent au gym en train de m'entraîner parce que j'ai des combines à mettre demain matin pour aller à l'hôpital. Alors, c'est intéressant que Stretch est devenu le Capitaine Starlight. Je suis sorti de l'école, mon père m'a dit, si tu veux le rentrer au cirque, va donc chercher un diplôme de quelque chose, parce qu'il dit, mon père travaillait au Canadien Pacifique, 9 à 5, on mangeait du spaghetti le mercredi puis du poisson le vendredi, là. C'était tout le temps la même affaire. Et puis, il ne pouvait pas comprendre que je pouvais vivre du clown. Donc, même si j'avais bien des preuves, c'est vrai que c'était pas évident. J'ai dit, OK, je vais me prendre un diplôme en quelque chose. Fait que j'ai dit, bon, quel autre métier? Choix B, ça serait quoi? Bien, moi, dans le temps, la famille Pitt avait le IGA ici. Puis, à chaque fois qu'on passait devant le comptoir du boucher, il faisait il me donnait un petit morceau de ballonné, un petit morceau de jambon. Ouais. Puis, il était tout beurré de sang. Puis, il était cool. Les Pitt, ils étaient cool, les bouchers. Ils étaient vraiment hot. Fait que, putain, c'est ça, je veux être. Le boucher, il me fait rire, il est fin, puis il est généreux, puis il m'en passe un en dessous de même. Fait que j'ai dit, je vais être boucher, ça va être ça. En même temps, bien, mon grand-père était cuisinier dans l'armée. Donc, un homme dans la cuisine, chez nous, c'était tout à fait normal. Mes 5 oncles étaient dans la cuisine.
Nos femmes n'ont jamais fait de la cuisine chez nous. C'est toujours nous autres, par notre grand-père, leur père, mon grand-père. Et de génération en génération, c'était les hommes qui étaient dans la cuisine chez nous. Fait que c'était normal que je sois dans la cuisine, c'était normal que j'opère un couteau, c'était normal que je veuille faire ça pour moi. Et bon, l'Institut des viandes, là, c'était comme 6 000 $ dans le temps pour aller là. C'était impossible. Mon père n'avait pas cet argent-là et moi non plus. Donc, mon éducation à choix de carrière, encore une fois, mon prof me dit, va à l'Institut de l'hôtellerie du Québec, une formation de boucherie. Et en plus, je vais te montrer, on va remplir des paperasses, tu vas avoir des prêts et bourses pour y aller parce que c'est un DEP qu'on n'offre pas à Châteauguay. Hey, de quoi tu parles? On remplit la formule. Là, mon père, il signe en bas, il dit, c'est quoi ça? Ah, j'ai dit, je vais avoir une coupe de 1 000 $ pour aller à l'école. Ben voyons donc. Il signe en bas, et le premier chèque, il rentre, il fait comme, ben comment t'as fait? Il dit, ça, c'était un prêt, là? Non, c'était une bourse. Je venais de recevoir quasiment 1 000 $ pour aller à l'école. Fait que j'étais allé m'acheter une belle grosse moto. Puis j'étais allé à l'école avec. Fait que non, c'était vraiment cool. J'ai fait 2 ans mon DEP en cuisine professionnelle que j'ai complètement adoré. Parce que je pense qu'on se costume, hein. En même temps, c'était un costume à cravate tous les jours. Puis le costume du chef, du cuisinier, c'était cool. C'est jamais ça. Puis j'adorais les professeurs qui venaient de l'Europe partout. Il y a une richesse là-dedans là, que j'ai eue en 2 ans. Là. Donc, j'ai été diplômé, je suis sorti comme 3e de classe. J'ai adoré ça. J'ai tout de suite fait ma tournée européenne. J'étais allé voir les cirques en Europe. J'étais allé voir les meilleurs restaurants en Europe. Et puis, je suis revenu après 2-3 mois. Et j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de faire le métier de clown. Le métier de cuisinier. Je me suis pogné une couple de bonnes grosses jobs dans le Nord, dans les grands restaurants. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert de faire du télégramme chanté dans ma dernière année à l'Institut de tourisme d'hôtellerie du Québec, qui me dit, il cherche télégramme chanté, il cherche un clown pour faire des télégrammes de ballon. Je connais rien là-dedans, mais je vais l'essayer. Il m'offrait 8,5 $ de l'heure, c'était le salaire minimum, mais je faisais le clown tout le week-end, puis après ça n'a pas pris de temps qu'ils m'ont engagé à la semaine longue. Fait que j'ai droppé la cuisine. C'était pas payant, mais je faisais 40 heures semaine, donc je pouvais en vivre. Je pouvais pas croire que j'étais payé à temps plein là, à faire le clown des télégrammes chantés. C'était les clowns du carrousel. Les tout petits, ça rappelle, là, parce qu'ils ont été popularisés là, dans les derniers 10 ans là, avec les cassettes dans le temps de Noël. Là. Les DVD, excusez-moi. Et puis, donc moi, je les connais toutes par cœur, ces tunes-là, parce que j'ai été un clown du carrousel avant qu'ils deviennent populaires. Là. Et donc, ça a été pendant 5 ans, je pense que ma formation a été complétée là. Ce que j'ai appris au clown du carrousel, les télégrammes chantés, puis tout, c'était, premièrement, que c'était une industrie, c'était très payant, et que j'ai appris le public québécois, j'ai appris la petite vie en vrai, dans le sens qu'on aime rire de nous. On a toute la même ma tante, on a toute la même mononcle, on a toute la même grand-mère, on a toute la belle-mère fatigante. Le public québécois, peu importe la famille, tu les retrouves, ces stéréotypes. Donc, j'avais toujours quelque chose à dire à quelqu'un, ou une comparaison, ou un lien dans la vie qui fait que c'est comme si je les connaissais. Fait que l'humour, l'impro se faisait live dans un salon, dans une cuisine, puis c'est comme, ouais, il nous connaît-tu, lui? C'est quoi? C'était la même ma tante qu'hier dans l'autre famille, là. Puis je pouvais dire ce qu'elle pensait, puis je pouvais dire ce qu'elle était pour faire quasiment. Puis le monde me salait. Puis là, à un moment donné, j'étais capable de découvrir c'est qui était policier, qui était vendeur, qui était le professeur. Moi, la psychologie humaine, la psychologie du Québécois, la façon d'être, c'était devenu pour moi, j'en ai tellement fait. C'est pas des blagues, je pouvais faire 11 télégrammes chantés un samedi soir, là. Ça, c'était un camion bien plein de ballons, là. C'était épouvantable, c'était une machine, là. J'étais brûlé ces soirs-là, c'était incroyable. Mais c'était payant. C'était pas payant pour moi, c'était payant pour les clowns du carrousel. Moi, j'avais un salaire minimum. Je vais te dire qu'ils disent qu'un voleur, c'est quelqu'un qui vole l'idée de quelqu'un. Et un artiste, c'est celui qui vole les idées de tout le monde. C'est-à-dire que pas tout le monde va être d'accord avec moi. Je pense pas... Moi, je suis un interprète. J'ai pas réinventé le clown. Je suis allé chercher les idées partout dans le monde. Je suis allé, comme j'ai dit, en Europe. Je me suis inspiré des clowns de Grock et tout le monde qui faisaient de la comédie, du clown, du mime. Mais il y en a des livres pleins de gags, de routines, des affaires très, très drôles qui
c'est de ça que je me suis inspiré, puis personne ne l'avait fait ici. Je n'ai pas vu rien de ça ici. Donc, j'ai interprété à la québécoise, disons, et en anglais aussi, bien sûr, je travaille dans les deux langues, ce que j'ai lu, ce que j'allais chercher dans les conventions. Puis, au fil des années, c'est moi qui enseignais aux États-Unis. J'étais engagé comme prof souvent. Et la création des fêtes d'enfants s'est faite au Clown du Carrousel. J'ai gardé cette formule-là. Puis, au fil des années, tu mets ton grain de sel là-dedans, mais je suis pas un écrivain où je m'assis pas pour dire, bon, je vais pondre un numéro. C'est rarement arrivé ce qu'il fallait que je fasse ça. C'était les gens t'engageaient pour que tu sois ce que tu es. Donc, mon spectacle, oui, j'ai monté des spectacles, mais ça se faisait, je pense, dans des ateliers de clown où est-ce que j'allais aux États. Bon, mais là, on va apprendre aujourd'hui la marionnette. Maintenant, bon, ben, je vais essayer la marionnette. Pour moi, ça n'a pas marché. Je cliquais pas. Mais j'aimais ça, par exemple. Le ventriloque, le mime. Le mime, ça fonctionnait pour moi. J'ai réalisé que je pouvais communiquer. J'ai fait des spectacles internationaux. J'ai joué en Malaisie où personne ne parle français ni anglais. Donc, c'était complètement physique. Et ça, c'était le mime qui rentrait en jeu. Et il riait autant, si pas plus, sans jamais comprendre ce que je disais. Fait que j'ai fait, wow, c'était le body language. C'était vraiment, vraiment... c'est ce qui faisait le clown complet. C'est pas faire des ballons, c'est pas faire de la magie, c'est le clown. C'est son personnage, les gens tombent en amour avec le personnage. Et ce que tu vas faire, c'est de l'extra, c'est du sel et du poivre, ça. Le menu principal, c'est « Wow, c'est un vrai, lui, là. » Et tout le long de ma carrière, les enfants disaient « Maman, c'est un vrai clown. » Comme s'il y en avait des pas vrais, là. Mais c'est parce que les gens y croyaient. Je suis un vrai travesti dans le sens que j'ai deux personnes en une. Bon, je suis pas un travesti comme qu'on le sait, mais c'est vrai que Stretch et Ghislain Gagné, c'est deux personnes complètement différentes. Donc, il habite quelqu'un d'autre qui a été développé aussi avec le temps, qui a vraiment sa couleur, sa personnalité, son style, son genre. Ceux qui connaissent Stretch, ils savent que si je fais des parties d'adultes, c'est que la comédie est juste sur le bord de la ligne du « tu vas trop loin » ou « t'es juste passé loin ». Mais la ligne est drôle. Le Québécois moyen adore rire de lui-même et Stretch aussi. Bon, alors moi, ma deuxième passion personnelle à moi, j'en ai parlé brièvement qu'on a amené les enfants malades à faire de la moto marine, de la motoneige, tout ce qui était à moteur. Mon préféré, c'est la moto enduro. J'ai été pendant des années de temps un adepte de la moto. Je l'ai toujours eu, une moto, depuis l'âge de 13 ans. Et puis, j'ai fait des très, très beaux voyages en 2004, 2005. Je suis allé au Maroc, traverser le désert du Sahara en moto avec mes chums. Après ça, je suis allé en Libye. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on ne peut plus aller en Libye. Ça va pas très bien là-bas. Mais en 2007, on sentait déjà une pression. Je me suis fait arrêter dans le milieu du désert par l'armée là-bas, puis ça a été assez intense. Mais c'est un peu de l'extrême. C'est de l'extrême dans le sens que... c'est dans le milieu du désert, puis t'es à toi-même. Alors, mes beaux voyages que j'ai faits. La Fondation Starlight, la Fondation pour l'enfance Starlight, c'est une fondation qui, justement, s'occupait de ça, le bien-être et l'entertainment, s'amuser pour les enfants malades. Eux autres, ils font des levées de fonds à l'année longue, puis l'argent est dépensé pour amuser les enfants malades ou distraire les enfants malades. Donc, les consoles de jeux vidéo, les livres, les jeux, les activités, le maquillage, le Père Noël, le magicien. Dans les hôpitaux, la majeure partie du temps, c'est la Fondation Starlight qui va payer pour ce genre de travail. Donc, eux autres, on s'est croisés. Je suis allé faire le spectacle de la Fondation Starlight, qui était... donc, il y avait dans ce temps-là une centaine d'enfants de toutes sortes de genres, toutes sortes de maladies, qui ne sont nécessairement pas tout le temps à l'hôpital, mais n'ont pas une vie normale. Ils faisaient un party de Noël, donc Stretch est allé. Stretch et Little John, qui est mon partenaire à Ottawa. On a fait le show ensemble. Ça a été vraiment, vraiment fort apprécié. C'était un spectacle qui était bilingue. La Fondation Starlight est bilingue. Il y a beaucoup d'enfants bilingues. Autant d'anglais que de francophones, ou qu'il y en a un qui ne parle pas français, ni l'autre. Donc, les deux langues arrivaient vraiment à communiquer.
c'était pour moi un coup de foudre. Ça a été l'amour tout de suite entre la Fondation Starlight et moi-même. Et s'il nous appelait ou il m'appelait pour toutes les fêtes après, à chaque fois qu'il faisait un événement, Stretch était là. À un moment donné, le budget n'était plus là, donc il arrête de m'appeler, mais les enfants étaient comme « Mais où est Stretch? On vient à la fête, Stretch, notre ami est là. » J'étais devenu vite un petit porte-parole et il y avait un besoin. Donc, ils ont continué à m'engager pour tous les événements qu'ils faisaient et les visites dans les hôpitaux. Et un jour, la coordonnatrice qui s'occupait de m'engager et faisait les programmes a eu une job à temps plein à l'hôpital pour les enfants. Et c'était sa job de rêve. Donc, le poste est devenu disponible et on m'a appelé pour m'offrir « Stretch, tu veux-tu devenir notre coordonnateur pour le Québec? » J'ai fait « Désolé, les amis, moi, je cherche pas de job. Je fais du clown à temps plein. Je peux pas arrêter de faire le clown nécessairement. » Non, justement, tu vas continuer à faire le clown, mais c'est toi qui vas te booker toi-même. Tu vas... les hôpitaux vont t'appeler toi, puis un peu... Je dis ce qu'ils font déjà. Ouais, mais tu le ferais pour la Fondation et tu ferais aussi nos événements pour nos enfants. Fait que là, moi, je suis rendu avec... J'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience. Et puis, oui, en effet, je suis capable de faire des parties, puis je sais ce qu'il faut pour faire une réussite. Fait que je dis, gars, je vais y aller à 1 ou 2 jours par semaine, puis on commencera comme ça. De fil en aiguille, du coordonnateur du Québec, je suis devenu le directeur au service des enfants pour le Québec et aujourd'hui vice-président pour les services aux enfants pour le Canada au grand complet. Donc maintenant, j'ai des milliers d'enfants que je dois m'occuper et créer des événements, des parties, des activités où on les fait sortir les familles. Il faut comprendre que d'une famille où tu as un enfant malade, gravement malade, il y a souvent un salaire seulement qui entre dans la maison puisque l'autre parent doit s'occuper habituellement de l'enfant malade. Il faut aussi comprendre que s'ils ont des frères et sœurs, les frères et sœurs sont tout de suite à l'ombre car le focus est sur l'enfant malade. C'est très dur pour toute la famille. Donc, la Fondation Starlight fait des activités, on organise des activités pour toute la famille, les frères et sœurs, papa, maman, et peu importe ce qu'on fait, c'est toujours gratuit et c'est toujours des affaires vraiment cool. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je suis au développement de tout ça. Moi, je suis un passionné de tout ce qui est à moteur. J'aime les bateaux, les motoneiges, les motos, les voitures, tout ce qui vole, tout ce qui est à moteur. Je suis passionné de ça. Mes enfants ont été élevés là-dedans. J'ai été chanceux de toujours avoir les moyens d'acheter la dernière bébelle qui existait ou le Sidou ou peu importe. Et j'ai toujours vu mes enfants, moi, jouer avec... Et j'ai voulu, par le fait même, faire profiter aux enfants malades, des familles malades, les mêmes expériences que j'ai eues avec mes enfants. Les enfants qui sont handicapés ou gravement malades n'ont pas la chance d'aller faire de la motoneige ou même juste faire du ski. Du ski adapté, c'est quelque chose c'est passionnant à faire, c'est passionnant de leur donner le goût de vivre, de rire. Moi, j'ai jamais eu de pitié pour les enfants malades. Au contraire, je suis comme, OK, on a une condition. Par contre, il fait beau dehors pareil, et puis on va faire quelque chose. On va aller s'amuser, on check bien ça, on va triper. Et puis, ils oublient la maladie, ils oublient qu'ils sont handicapés, on fait du ski nautique, on fait du ski alpin, on fait de la motoneige, on fait du bateau, on fait du sidou, on fait... ça finit plus. On fait tout ce qu'on peut faire. Tout est faisable. Il faut prendre le temps de l'adapter. Ça prend des moyens. Et la Fondation Starlight, c'est ce qu'ils font. Ça me rejoint extrêmement. C'est exactement qui je suis. Mais là, j'œuvre plus pour les millionnaires et les gros portefeuilles. Aujourd'hui, j'œuvre pour les enfants malades qui m'en donnent énormément en retour, là, par le plaisir de vivre. Alors, c'est encore une fois la plus belle job au monde. Ce garçon, petit, petit, petit,